bienvenue à notre nouveau podcast Mario Explore. Je suis un gars du milieu de la cinquantaine qui se pose beaucoup de questions. Puis je pense que les questions que je me pose, il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là, surtout au niveau de l'énergie, au niveau de la politique, au niveau... il y a beaucoup de places que je voudrais avoir des réponses. Puis on a décidé de créer ça justement pour apporter certaines de ces réponses. Aujourd'hui, à Mario Explore, on va avoir Jean-Sébastien Marcel, qui est un géologue de renom au Québec, qui travaille avec moi depuis plusieurs années, que j'ai beaucoup en estime. Bonjour Jean-Sébastien. Salut Mario. Salut Mario. Hey Jean-Sébastien, avant qu'on commence, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton background, c'est où tu as étudié, qu'est-ce qui t'a amené à être géologue, pourquoi tu t'en as été là-dedans? Ben là, je vais être obligé de te contredire. Là, je suis pas géologue, je suis ingénieur géologue. Alors, si on se fait écouter par beaucoup de milliers de personnes, c'est important qu'ils le sachent parce que je veux pas dire des choses fausses. Je m'intéresse à la géologie énormément depuis mon plus jeune âge. J'avais à peu près 10 ans, je voulais devenir, je m'intéressais aux roches, je voulais devenir prospecteur à cette époque-là. Finalement, j'ai su qu'on pouvait même étudier là-dedans. Puis j'ai fait génie géologique que j'ai terminé en 1999. Puis j'ai fait une maîtrise en sciences de la Terre que j'ai terminée en 2004. C'est intéressant ça. Avais-tu commencé directement avec Junex? Quand tu as sorti de tes études ou que tu as travaillé? J'ai travaillé au début, pendant mes études, puis après mes études, j'ai travaillé pour Sochem OK. en exploration minière jusqu'à 99, là, jusqu'en 1999. SOCAM, ça, c'était le bras gouvernemental Ouais, d'exploration qu'on avait au Québec. Ils j'ai- ont encore des activités présentement? ouais, ouais, ça a jamais arrêté, là. Ça a toujours été une société impliquée là, dans tout le volet exploration de base, exploration dans des nouvelles régions. Fait que c'est pas, ils n'ont pas des budgets égaux à chaque année, mais ça a toujours été une entreprise d'État assez fonctionnelle. Puis même quand ça a été fondé là, dans les années 60, nous à l'école, on étudiait là, toutes les success stories de Sochem à cette À époque-là. cette Fait que époque-là, c'était c'est quand bon. même assez intéressant là, à travailler là. À un moment donné, tu as commencé à t'intéresser au pétrole et au gaz. Ouais. Puis là, ça doit être à ce moment-là que tu as joint Junex. Ben, en fait, aux années 2000, j'ai travaillé sur un quand j'ai fait mon projet de maîtrise, j'ai fait le projet, la maîtrise comme telle était ici à Québec avec l'INRS puis l'Université Laval, mais le projet était à Calgary, à Moose Mountain, qui est OK. le gisement de gaz là, le plus proche de Calgary. Puis c'est un gisement très connu parce que justement, c'est proche de Calgary. Il y a beaucoup de field trips qui sont organisés là-bas. Fait que tout le monde connaît ça. Puis moi, je suis allé faire une étude structurale là-bas. J'ai beaucoup aimé ça. J'avais pas j'avais pas eu comme idée de travailler dans l'Ouest à ce moment-là, mais ça m'a vraiment beaucoup intéressé toutes les technologies qui étaient utilisées en pétrole, en pétrole et gaz, la géophysique, toutes les études structurales. Fait que ça, j'aimais vraiment ça. Puis c'était en 2001, j'ai joint Junex quand Junex a été mis en bourse. Il y avait besoin de quelqu'un pour s'occuper des projets là, sur le terrain. Puis c'est là que j'étais en train de terminer ma maîtrise à ce moment-là. Fait que j'ai passé. C'est intéressant que tu parles de la technologie parce que je pense aussi que ça vaudrait la peine de faire un podcast là-dessus. Tout ce que le développement pétrolier, gazier et ce que vous avez fait a apporté dans la technologie quand on pense aux ordinateurs, aux capacités de calcul, à tout ce qui s'est développé avec ça. Mais aujourd'hui, le sujet qu'on va parler, c'est vraiment au niveau de la formation des bassins pétroliers et gaziers. C'est quoi le processus géologique que tu pourrais expliquer à la population qui contribue à la formation d'un bassin pétrolier? Ben, tu sais, c'est un phénomène quand même très global, dans le sens que ça part de la tectonique des plaques tout le temps. Je pense que les gens connaissent un peu, tout le monde a entendu parler un peu de la tectonique des plaques. Bon, la Terre est toujours un peu en mouvement. Puis cette tectonique-là génère des bassins. Les bassins peuvent être essentiellement dus, par exemple, à de la structure. Exemple,
Si on regarde l'Himalaya qui se construit, ben, elle vient écraser la plaque tectonique de l'Asie. Donc, au front, en avant de l'Himalaya, il y a un bassin sédimentaire continental qui se forme présentement, puis il y a des sédiments qui viennent de l'érosion de l'Himalaya, qui viennent se sédimenter, puis qui éventuellement créent un immense bassin au front de l'Himalaya. L'autre façon de faire des bassins sédimentaires qui est très connue, c'est quand justement un océan, par exemple, va commencer à se former. Il va y avoir une dorsale qui va se mettre au milieu, là, qui va être, dans le fond, un endroit où la lave, le magma de la croûte terrestre remonte en surface, crée de la croûte océanique. Puis cette croûte-là, elle a besoin d'espace pour se mettre en place. Puis elle va ouvrir tranquillement un Donc, grand ça fait bassin. un peu un phénomène d'expansion comme ça. Exactement. Puis là, ça va commencer à repousser, par exemple, des masses continentales dans le sens opposé. Exemple, la dorsale océanique de l'océan Atlantique. Ben, entre ces deux, de chaque bord, de chaque côté de la dorsale, ben, il va y avoir des sédiments qui vont se déposer. Puis éventuellement, ça va former des marges continentales, ça va former des plateformes de carbonate, ça va former des bassins de sédiments. Fait que c'est des grands phénomènes, des grandes superficies de bassins sédimentaires. Peux-tu expliquer là, un petit peu aussi pour le monde le rôle de la sédimentation pour la création de ces bassins pétroliers-là? Ça se fait comment? Parce que oui, c'est des roches qui s'accumulent, là, mais Et la sédimentation comme telle, c'est toujours lié à des processus soit d'érosion ou des processus chimiques là, de précipitation des carbonates, par exemple. Quand on parle d'érosion, ben, c'est toutes les rivières, tous les fleuves, tous les ruisseaux, finalement, vont tout amener un peu leur apport de sédiments quelque part, puis ça va se déplacer, puis ça va s'accumuler à certains endroits. Les phénomènes géologiques, c'est tous des phénomènes qui se déroulent sur des millions d'années, des dizaines de millions d'années, ou sinon au minimum des 100 000 ans. Mais quand on calcule, par exemple, à chaque année, par exemple, dans un lac, il va se déposer 10 centimètres ou en marge, par exemple, du golfe Saint-Laurent dans l'océan Atlantique, qui se dépose à toutes les années 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de sédiments, dépendant des endroits. Si tu calcules en millions d'années, ça fait des kilomètres. Mais ce kilomètre-là de sédiments, il faut qu'il y ait en quelque part. C'est une masse phénoménalement imposante. Ben, elle va écraser la croûte terrestre, puis elle va commencer à sédimenter. Fait que quand la couche, par exemple, qui s'est déposée il y a 20 millions d'années, est rendue à 2 km de profondeur, on va dire, ben, il fait chaud. Les roches commencent à se changer. Puis là, il va y avoir un phénomène qu'on appelle la diagenèse. Donc, vraiment, il va commencer à avoir un ciment qui va se former entre les grains de roche, entre les grains de sable, entre les grains de feldspath, entre les grains de mica, tous les grains de roche qui s'accumulent dans le fond du bassin sédimentaire, mais ils vont commencer à se transformer en roche. Fait qu'on va passer de sédiments à des roches sédimentaires. fait que pour que les gens comprennent bien, si on voudrait faire une analogie, tu compares ça quasiment à quelqu'un qui fait du ciment, qui fait son mix avec le sable, avec l'eau, avec puis au bout, ça durcit là, probablement aussi dur que du ciment. Oui, ah oui, même des fois plus dur parce qu'il y a des roches. C'est comme par exemple ici dans les basses du Saint-Laurent, il y a la formation de Carnside qui elle, est une formation de sable de silice transparent avec un ciment de silice qui est extrêmement dur. C'est une des formations sédimentaires les plus dures au monde. Donc, ça, c'est encore plus dur que le ciment, là. Fait que Ça se compare probablement. La silice pure, probablement, ça se compare à de la vitre au niveau de ouais, l'opacité. exactement. Puis là, ben, tu as des grains, vu que c'est des grains arrondis de sable qui sont cimentés, c'est encore plus solide que de la vitre, là. Là, on parle là, d'une masse extrêmement compacte. Le pétrole là-dedans, lui, il vient quand, puis il vient comment? Mais le pétrole, lui, en fait, le pétrole ou le gaz naturel, les hydrocarbures, eux autres, ils viennent toujours de la matière organique. Puis de la matière organique, il y en a comme pas mal toujours. Parce que
Si on regarde un lac, si vous allez vous promenez sur le bord vous allez sur un lac pendant l'été, vous allez voir qu'il y a quand même des algues, il y a du plancton qu'on voit plus ou moins. On parle souvent, par exemple, des algues bleues, il y a plein de formes de matière organique. Cette matière organique-là, elle finit toujours par mourir, puis aller se mélanger aux sédiments. La très, très grande partie, là, peut-être environ 99% de cette matière organique-là, elle va être oxydée par l'oxygène qui est dans l'eau. Mais il y a toujours une partie qui réussit à aller se faire emprisonner dans les sédiments, dans la roche, puis qui va éventuellement être coupée du contact avec l'oxygène. Fait que cette matière-là, elle va commencer à fermenter. Puis la fermentation va aller vers justement les processus là, comme un processus de raffinage naturel. Fait qu'au départ, quand la matière organique, on va donner un exemple, par exemple, on est dans l'océan. On est dans l'océan, mettons, au large de Terre-Neuve. Il y a des grandes masses de plancton qui se promènent. Puis ces planctons-là finissent par mourir. Ils s'en vont dans le fond de la mer. Puis là, ils sont à côté sur le talus continental. Puis il y a un tremblement de terre. Puis tous les sédiments se tombent, par exemple, ce qu'on appelle un phénomène de turbidite. Bien, dans la matière organique qui est avec toute la matière organique qui était emprisonnée dans ce sable-là, va se retrouver en quelques secondes ou en quelques minutes recouverte de sédiments, puis elle n'aura plus de contact avec l'oxygène. Puis là, elle va commencer à fermenter. Au début, elle va dégénérer des biogaz, donc même chose qu'on trouverait dans un dépotoir, par exemple. Ce biogaz-là, lui, il va avoir tendance à s'échapper relativement facilement. Puis tranquillement, la matière organique, elle va continuer à se raffiner naturellement par l'enfouissement. Fait que plus on va mettre des sédiments, plus la chaleur va augmenter, puis plus cette chaleur-là va commencer à transformer la matière organique en ce qu'on appelle du kérogène. Donc le kérogène, lui, c'est un peu comme une matière organique qui est brunâtre, noire, mais qui n'est pas encore transformée en hydrocarbure, mais qui est plus sa même forme d'origine là, de matière. Par exemple, si c'était du plancton, là, elle n'est plus en forme de plancton, là, elle a été transformée. Puis cette matière-là, le kérogène, tranquillement, lui, il va se transformer par justement l'enfouissement, le chauffage, en hydrocarbures. Fait qu'au début, il va se transformer en pétrole. Puis quand il va dépasser, là, on parle d'à peu près, quand il va commencer à dépasser 120 degrés Celsius, donc on pourrait dire environ, quand il atteint peut-être 3, 4, 5 kilomètres de profondeur, là, il va commencer à se transformer, à faire du condensat, donc des gaz lourds, puis éventuellement, il va faire juste du méthane. Fait que le méthane se forme de manière continuelle en parallèle avec le pétrole. Puis à un certain moment donné, c'est le pétrole qui a été généré qui, lui, va commencer à se transformer en méthane. Ce que tu nous expliques, c'est que la sédimentation, peu importe aller où, va emprisonner de la matière organique. Cette matière organique-là, avec la sédimentation, va être emprisonnée. Puis au fur et à mesure des millions d'années, je suppose, ça va s'enfouir, puis là, la température va augmenter parce que c'est plus profond dans le sol. Puis c'est là que le pétrole va où le gaz va se créer. Ouais. La transformation de la matière organique en pétrole, en hydrocarbures, c'est toujours une fonction de la pression puis du temps. Donc, la pression, c'est l'enfouissement, puis la température, pression-température. La température est dépendante du gradient géothermique, comme je viens de dire, mais aussi le temps. Plus le temps, par exemple, si le taux d'enfouissement il est plus lent, mais ça aussi, ça va avoir un effet sur la génération des hydrocarbures. Ça va faire des hydrocarbures qui vont être différents un peu. Ça peut, puis ça, c'est ce qu'on va appeler, par exemple, la maturité thermique. Là, on sait comment le pétrole et le gaz naît, mais par la suite, qu'est-ce que ça prend pour pouvoir l'exploiter avant qu'on... Ben, quand on cherche des hydrocarbures, ça prend toujours une roche-mère au départ, dans le fond. Puis les roches-mères, c'est
c'est un peu, c'est souvent un shale, par exemple, un shale noir qu'on appelle, qui est justement une roche qui est à grain très très fin, donc qui a la capacité de sceller la matière organique puis de l'isoler de l'oxygène. Fait que un shale, en fait, quand c'est pas une roche, c'est de la boue, la boue, de la boue noire qui va être riche en matière organique, puis ça va faire la roche-mère. Après ça, il faut qu'il y ait un historique là, de maturation thermique qui soit euh, favorable. Donc, il faut avoir chauffé assez. Il faut que le bassin ait atteint une maturité thermique assez élevée pour commencer à générer du pétrole puis du gaz. Ensuite, ça prend une migration ou un phénomène au moins de captage. Il faut il faut piéger ces hydrocarbures-là. Donc, c'est ça la migration. Ça s'en va vers un réservoir potentiellement. Ça prend un piège. Tu sais, la migration, c'est toujours, en fait, c'est plus le piégeage qui est important parce que la migration, elle va venir remplir des porosités dans la roche, mais si ces porosités-là sont ouvertes vers la surface, ben tout le pétrole, tout le gaz va s'échapper puis Oui, parce que ce que tu nous il disais va aller tantôt, c'est qu'il y a tendance à s'en aller vers où il y a moins de pression. toujours. Il va tout le temps forcer pour monter vers la Ben, surface. pas nécessairement monter vers la surface parce qu'il va juste vers l'endroit où il y a moins de pression. Naturellement, la faible pression est vers la surface, mais souvent, par exemple, ça arrive souvent dans les basses-terres du Saint-Laurent, le shale du Tika et le shale de Lorraine sont tellement imperméables qu'ils ne permettent pas au gaz puis au pétrole de remonter en surface. Donc, c'est les roches plus anciennes qui sont en dessous qui se font remplir d'hydrocarbures, qui se font remplir, dans le fond, ces hydrocarbures-là sont OK. compressibles, sont capables de migrer, sont capables d'aller remplacer l'eau qui serait, par exemple, dans un carbonate plus ancien, puis ils vont repousser l'eau, puis ils vont pouvoir venir prendre la place disponible dans le réservoir. C'est intéressant, ça va par en haut puis par en bas. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas non plus quelque chose d'intuitif au départ, parce que justement, on va s'attendre que ça va monter vers la surface. Parce que dans le fond, si on a un gaz, ben, il va aller vers, la, vers le haut. Mais en réalité, dans le sol, il va où est-ce qu'il y a moins de pression. Ouais. Toi, en tant qu'ingénieur géologue, là, si tu arrives dans un nouvel endroit, c'est quoi que tu regardes les signes? Comment est-ce que tu fais pour trouver une ressource pétrolière, gazière? Qu'est-ce qui te dit là, que ça pourrait être bon, que ça pourrait être ou que c'est pas bon? Mais la première chose, c'est de regarder les cartes. OK? Les cartes, puis moi, à cause de ma formation, je regarde toujours la structure en premier. Tu sais. Puis là, je vais aller voir, par exemple, euh, c'est quoi les limites de ce bassin-là. Essayer de sonder le sol sans faire de forage. Parce que les forages, c'est quelque chose qui coûte cher. Quand on fait un forage, on vient juste tester une petite partie du bassin. Fait que, tu sais, on peut être malchanceux, puis passer à 2 mètres de la zone intéressante. Si on commence à penser qu'il y a un volume de roche suffisant pour faire ça, pour faire de l'exploration pétrolière, mais là, on va aller faire de la géophysique sismique. Puis là, on va aller recueillir les données sur les propriétés acoustiques de la roche. Puis ça, ces données-là, ça donne une très, très bonne idée de la géométrie de toutes les roches sédimentaires, puis des autres roches aussi qui peuvent être dans le bassin. Fait que ça, c'est l'outil par excellence là, avant de faire un forage. C'est intéressant que tu parles de ça parce que quand on parle de technologie, ça s'est développé beaucoup. Je sais que ça a commencé là, même dans les années 40, mais pour si tu comparerais ça, pourrais-tu comparer ça au la géophysique comme ça, un sonore de sous-marin ou à de l'échographie ou C'est dans la même catégorie. Dans le fond, c'est qu'on utilise vraiment des ondes acoustiques. Le sonore, lui, il va l'utiliser dans l'eau, donc un milieu liquide, puis il va les mesurer quand ça touche quelque chose de solide. L'échographie, bon, ben, c'est dans le corps humain, mais c'est la même chose. Ça mesure. Dans le fond, c'est basé sur le principe qu'on envoie une onde acoustique, puis on mesure le moment où est-ce qu'elle elle revient, puis on transforme ça en image. Donc, c'est la densité de la roche qui affecte l'onde acoustique. Puis chaque fois qu'il y a un changement de vitesse, ça nous donne un marqueur qu'on appelle. Donc ça, ces marqueurs-là, on est capable de les cartographier.
Puis on est capable, après ça, d'implanter des forages de manière assez précise euh, sur des structures qu'on pense qui pourraient être des pièges pour les hydrocarbures. C'est intéressant, ça veut dire que contrairement à ce qui se passait à la fin du 18e siècle, avec la technologie qu'on a à cette heure, tu es capable d'avoir une image dans le sol, puis potentiellement, sans être certain, d'aller trouver où sont tes réservoirs. Quand on cherche des ressources naturelles dans le sol, que ce soit des mines ou du pétrole ou du gaz, on est toujours un peu avec les yeux fermés. Il y a toujours une incertitude associée à ça parce qu'on ne voit pas où on s'en va. Mais la géophysique, puis les connaissances acquises dans les différents autres bassins analogues, fait qu'on est capable de réduire le risque beaucoup dans nos travaux d'exploration. Puis ce risque-là diminue toujours année après année. C'est ça aussi qui est fascinant, c'est que euh, si on retourne il y a 50 ans, oui, il y avait des gisements il y avait des zones qui étaient, beaucoup plus de zones qui étaient inexplorées. Fait qu'on pouvait encore faire peut-être certaines découvertes plus faciles, si on peut dire, mais en même temps, il y avait quand même beaucoup de forages qui étaient faits, puis qui étaient secs, là. Si on regarde, par exemple, dans les années 80, il y a eu beaucoup d'explorations sur les grands bancs de Terre-Neuve. Puis là, on a découvert le gisement d'Hibernia. Si ma mémoire est bonne, c'était le 180e forage, une affaire comme ça, ou au moins le 80e. Je ne me rappelle plus si c'est 180 ou 80, mais il y avait eu beaucoup, beaucoup de forages secs qui avaient été faits avant parce que on apprenait, on faisait l'acquisition de nouvelles données en même temps, puis c'était un peu essai-erreur, puis Fait que tout ça. le gisement de Leduc n'était pas le seul à Non, avoir été non, découvert là. le Duc, c'est un autre exemple, là. C'est tous des gros gisements, mais qui ont pris du temps à être découverts parce que, justement, on n'avait pas nécessairement les connaissances. Mais là, maintenant, on fait des forages sur les grands bancs de Terre-Neuve. La compagnie Equinor, par exemple, qui trouve des très, très gros gisements en faisant un ou deux forages. Parce qu'ils ont D'ailleurs, pris Equinor, c'est le dernier projet qui a été annoncé dans le coin de Terre-Neuve. exactement. Puis ils ont plusieurs découvertes qu'ils ont faites dans cette partie-là de Terre-Neuve. Puis c'est dans des nouveaux bassins où il n'y a pas eu beaucoup de forages qui ont été faits. Puis ils font les découvertes quand même assez rapidement parce qu'ils ont déjà toute une connaissance analogue, là. Puis ça, c'est comme ça dans toutes les sciences, en fait. On rend accessible l'information, la connaissance, plus ça devient facile après d'amener la science plus loin. On parlait d'Equinor, on parlait, tu viens de nous expliquer comment est-ce que on était capable maintenant dans l'industrie de découvrir ces formations-là. Un coup que tu as fait ta découverte avec le sismique, parce que comme eux là, ils ont annoncé plusieurs centaines de millions de barils, c'est dans le milliard de barils récupérables. Comment tu fais pour quantifier sans avoir été plus devant? Ou bien, tu sais, on voit souvent, on entend des chiffres, il y a 500 millions de barils avec 20 millions de barils récupérables. Ouais. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Ben, toute l'évaluation dans le fond, c'est l'évaluation des ressources qu'on va appeler. Puis, il y a plusieurs systèmes de classification qui existent. Le but de ces systèmes-là, c'est justement d'informer les gens de manière le plus objective possible, sans restreindre les promoteurs dans leur travail. Parce que dans le fond, les promoteurs, eux autres, ils ont besoin de support, ils ont besoin de financement, ils ont besoin de l'appui des gouvernements. Fait qu'il faut qu'ils soient capables de montrer que leur projet avance, qu'ils ont des résultats positifs, sans induire en erreur les gens. Fait que les systèmes de classification de réserves et de ressources sont faits comme ça. Au départ, il faut classifier des ressources. Fait que si on revient à la question que tu me demandais tantôt sur qu'est-ce qu'on regarde quand on fait un bassin, quand on analyse un bassin, ben, à un certain moment donné, quand on va avoir des connaissances sur le volume de roches, on va faire une évaluation de ressources. On va faire une évaluation volumétrique des ressources. Ça, c'est pas, ça n'a pas de valeur monétaire. Des ressources, en fait, on essaie d'estimer toute la quantité d'hydrocarbures qui pourraient être emmagasinés dans ce bassin-là ou dans cette
portion spécifique là, d'un bassin, etc. Fait que tu prends un volume de roche que tu évalues, puis avec la porosité, puis... Oui, tu vas faire des évaluations statistiques, c'est des calculs mathématiques qui peuvent être, tu peux utiliser de l'intelligence artificielle si tu veux, il y a plein de façons de faire. L'important, c'est que ce calcul-là soit euh, analysable par n'importe qui après. Fait que si tu dis, j'ai pris une valeur de porosité de 5%, ben, il faut que tu sois capable de dire pourquoi. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis après ça, tu vas faire un modèle, puis ce modèle-là, après ça, va être transformé en volume volume de ressources. Les ressources, c'est vraiment l'outil de base pour aller après ça dire est-ce que je continue à investir là-dedans ou j'arrête. Quand tu as ton volume de ressources, après ça, tu vas aller évaluer selon ce qui se fait ailleurs, c'est quoi le taux récupérable de ça? C'est quoi la quantité que tu peux récupérer? Est-ce que dans ce genre de gisement-là, on s'attend à récupérer 25% du pétrole ou 15% ou 5% ou 10%? Bien ça, on va aller voir ailleurs, dans les mêmes gisements, qui sont dans des gisements similaires, qu'on appelle des analogues, c'est quoi le taux de récupération de ces ressources-là? Fait que ça veut dire, si tu installes une pompe, combien de Donc, tu as pétrole tu vas pouvoir sortir? Ouais, une certitude sur ce que c'est qui peut sortir. exactement. Fait Sans que ce que soit un chiffre exact. c'est, dans le fond, les réserves prouvées, ça, c'est ce qui a le plus de valeur. Les réserves prouvées, ça, c'est ce que, en pesant sur un bouton, tu vends le lendemain. C'est de l'argent en banque. Après ça, tu vas avoir les réserves probables. Puis eux autres, c'est ce que tu es pas mal sûr d'être capable de produire, mais que tu n'as pas encore développé, que tu n'as pas encore connecté au pipeline ou des choses comme ça. Mais ça, tu es pas mal certain de ta shot. Puis tu vas avoir des réserves possibles aussi qui sont, elles autres aussi, assez bonnes pour dire que c'est des réserves. Donc, il y a des bonnes chances qu'ils soient là. Mais peut-être que là, on tombe peut-être plus à 80% pour qu'il soit là, mais 80% qu'il soit aussi rentable qu'on pense. C'est plus là, quand on est dans les réserves probables et possibles, c'est plus au niveau de la rentabilité, l'évaluation de la rentabilité de ça, que là, il y a une incertitude. Mais il n'y a pas d'incertitude physique réelle. Je trouve ça le fun que tu fasses la distinction parce que souvent, il y a des termes qui sont utilisés dans le pétrole puis dans l'industrie qui peuvent porter à confusion, justement, comme ça, pour la population en général. Euh, Quand on parle de risque, c'est pas nécessairement un risque réel, c'est un risque de découverte. Ouais, Puis que tu fasses la différence. Puis ce que tu viens de décrire là, pour moi, c'est vraiment ce que l'autorité des marchés financiers puis avec le 51-101 puis les différents rapports qui fait qu'on a une information qui est exacte. Parce que souvent, puis tu l'as vu toi aussi, on entend dire, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent, il n'y a pas nécessairement de ressources ouais, là. Mais on est dans une industrie qui est très, très, très réglementée. extrêmement. Puis on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, là. C'est pas vrai. Je Ben, veux dire, surtout quelqu'un comme toi qui est ingénieur, tu as ton ordre ouais. qui Il y a travaille. une façon de faire, puis cette façon de faire-là est adéquate pour les gens qui se donnent la peine de lire comme il faut là, les rapports, là. C'est sûr que euh, il existe aussi, pour compléter sur ce sujet-là, entre les ressources puis les réserves, il existe une catégorie qu'on appelle les ressources contingentes. Puis les ressources contingentes, en fait, ça a une certaine valeur qui va être qui va être beaucoup plus variable, qui ne sera pas directement, on ne peut pas dire, par exemple, si j'ai une ressource contingente de 100 millions de barils, je ne peux pas appliquer la valeur du baril de pétrole à cette ressource-là puis dire ça vaut ça. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Là, la ressource contingente, elle, habituellement, c'est une forme de réserve pétrolière qui n'est pas exploitable présentement, pour n'importe quelle raison. Ça peut être parce que légalement, c'est interdit, parce que cette ressource-là n'est pas accessible, parce qu'il n'y a pas de pipeline qui se rend, parce qu'il n'y a pas de route qui se rend. Ça peut être, donc, la ressource contingente, c'est quelque chose qui est physiquement présent. Donc, c'est une ressource découverte qu'on appelle, qui a une capacité d'être produite, mais qui n'est pas produite pour
plusieurs raisons, là. Si on lit les définitions exactes, là, c'est défini c'est quoi les raisons qui peuvent Fait que la expliquer ça. distance, comme tu disais, que tu expliques, que ça peut être une route qu'il n'y a pas, ça peut être le pipeline qu'il n'y a pas dans le cas du gaz. Les ressources contingentes qu'on peut donner comme exemple, souvent, c'est par exemple une découverte en mer. Parce que là, s'il n'y a pas de pipeline, s'il n'y a pas d'installation flottante de production, ben, c'est une ressource contingente. Mais là, la journée qu'on est capable de mettre ça en production, ben là, ça va changer de classe. C'est intéressant. J'aimerais ça que tu me parlerais de ça, parce que là, on a parlé d'où le pétrole vient, comment on le quantifie, puis ces choses-là, mais spécifiquement le shale d'Utica, comment est-ce que tu caractériserais ça dans ce qu'on vient de tout parler? Parce que sur un shale, il n'y a pas nécessairement de réservoir de gaz, il n'y a pas nécessairement... tu sais, peux-tu nous décrire qu'est-ce que c'est le shale d'Utica? Ben, le shale d'Utica, puis pas mal, en fait, toutes les ressources de shale, pendant longtemps, c'est quelque chose que ces shales-là, c'est quelque chose qui n'a pas intéressé beaucoup de monde. Il y avait très peu de personnes qui s'intéressaient à ces sédiments-là de boue, finalement, qui s'étaient transformés en roche. Puis c'était vu comme une roche-mère. Fait que par exemple, moi, j'avais travaillé avec Kevin Boax dans un field trip. Puis lui, il dit, pendant 30 ans de ma carrière, tout ce que je faisais chez Exxon, les gens ils rentraient dans mon bureau puis ils me demandaient si c'est une roche-mère ou non. Puis il disait oui ou non. Fait que c'est juste ça. Mais là, aujourd'hui, quand les shales se sont développés, sa division est devenue une grosse division de recherche et d'exploration chez Exxon. Parce que justement, on s'est rendu compte que cette roche-mère-là, en fait, ça fait longtemps qu'on le savait, mais c'est juste qu'on n'avait pas nécessairement les capacités techniques pour développer ça. Mais en fait, le réservoir est la roche. Le gaz se trans, le gaz ou le pétrole se sépare de la matière organique puis va remplir les porosités qu'il y a dans ces shales-là. Puis ces shales-là, dans le fond, les sédiments qui ont formé ces shales-là sont extrêmement fins, mais la porosité est élevée. On parle de 10-12% de porosité souvent. Puis cette porosité-là, c'est de la microporosité, mais elle est suffisamment grande pour accueillir de la, des, des molécules de méthane, des molécules de gaz naturel, des molécules de condensat, de pétrole. Euh, Souvent, ces shales-là vont avoir eu une certaine fracturation importante. Entre autres, dans le shale de Marcellus, quand le shale atteint une certaine profondeur, la pression de gaz qui était dans le shale était tellement grande que ça a commencé à fracturer le shale naturellement là, à cause de la pression qui était à l'intérieur même. Fait que le gaz est allé se placer dans ces fractures-là naturelles qui se sont On retrouve-t-il le même genre de fracture dans l'Utica? oui, oui. Pas partout dans le bassin parce que la maturité thermique n'est pas égale, mais si on va, par exemple, plus dans la partie qui est au sud des basses terres, où la température où la maturité thermique a été plus élevée, ce genre de fracture-là a été reconnu là, dans certains des forages qui ont été faits là-bas. Mais nous autres, au Québec, il faut voir aussi que on a eu le même historique là. Pendant longtemps, le shale d'Utica, c'était juste une ancienne roche-mère qui avait généré euh, du gaz puis du pétrole à une certaine époque. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt à comprendre cette roche-là puis à savoir qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui était l'histoire géologique de cette unité-là. On aimait mieux étudier les carbonates, les grès, des roches qui étaient comme plus euh, faciles à étudier. Mais dans les années 2000 à 2010, il y a eu plus de travaux qui ont été faits sur les shales, puis on a commencé à comprendre un peu mieux, là. Comme par exemple le shale d'Utica, pendant longtemps, les gens disaient ah, c'est un sédiment d'eau profonde, mais en fait, c'est faux. On a trouvé dans les shales d'Utica des couches qui sont associées à des niveaux très peu profonds, là. Puis la matière organique des shales d'Utica, on ne sait pas exactement de où elle vient parce que c'est une matière organique qui est tellement vieille qu'il n'y a pas il y a pas de traces fossiles de cette matière-là. Tout ce qu'on a récupéré, tout ce qui est resté finalement, c'est les couches de gras
finalement, de la matière organique, puis qui se sont transformés éventuellement en pétrole. Pour revenir à l'Utica, tu as travaillé beaucoup sur ce bassin-là dans ta carrière. Tu pourrais comparer ça à quel autre endroit parce que le shale qu'on a ici n'est pas exploité, point de vue réglementaire et légal. Mais si tu le comparais, tu comparerais ça à quel autre endroit? Ben, pour commencer, le shale d'Utica, c'est un shale qui s'est déposé à l'époque, à la fin de l'époque ordovicienne qu'on appelle, autour d'il y a environ 450 millions d'années. Mais à ce moment-là, partout en Amérique du Nord, puis en d'autres endroits aussi de la planète, les Appalaches commençaient à se former. Puis il y a une grande couche de chêne noir de l'Ordovicien qui existe, qui couvre presque toute, moi, je dirais à peu près la moitié de l'Amérique du Nord, puis certaines parties là, de l'Europe. Là. Fait que ça, ce shale-là comme tel, qui s'appelle l'Utica dans la région de Québec, des Basses-Terres du Saint-Laurent, qui s'appelle aussi l'Utica dans le secteur de l'Ohio, qui s'appelle le Collingwood en Ontario, qui s'appelle le Viola quand on est en Oklahoma puis au Texas, qui a différents noms. Toute la même C'est chose. toujours un peu la même chose, avec des petites variations de temps, parce que là, le bassin, lui, il ne s'effondre pas tout en même temps au même endroit. Il y a toujours des petites disparités, mais ils représentent tous le même événement géologique. Entre autres, à l'île d'Anticosti, ça s'appelle le Macasti. Ce shale-là, euh, il est exploité, entre autres, en Ohio. C'est un prolifique gisement de gaz et de condensat. Le shale d'Utica, Point Pleasant, qu'on appelle, qui couvre toute la partie est de l'Ohio et l'ouest de la Pennsylvanie. C'est un énorme gisement. Là, présentement, c'est un des gisements qui fournit le plus de gaz naturel aux États-Unis, puis qui a énormément de ressemblances avec l'Utica du Québec. Euh, Jean-Sébastien, dans les dernières questions, euh, quand on regarde les volumes possibles et potentiels autant que des basses terres que tu parlais de l'île d'Anticosti, on parle de quoi environ? As-tu une idée d'ordre de grandeur? Bien, comme j'expliquais tantôt, il y a différentes catégories. Si on parle de la ressource volumétrique, là, on parle de plusieurs trilliards de pieds cubes ou de milliards de mètres cubes de gaz. Là. Euh, Quand on parle, par exemple, pour les basses terres du Saint-Laurent, c'est plus que 200 milliards de pieds cubes, de 200 trilliards, je veux dire. Donc, des millions de milliards de, de pieds cubes de gaz. C'est gigantesque. Ben, si on veut donner un exemple, vu que ça reste quand même difficile à imaginer, ben, si on prend par exemple un lac au Québec, mettons le lac, on va prendre le lac Memphremagog, qui est quand même assez connu, ben là on parle d'un lac qui fait peut-être 50 km de long par peut-être 10 km de large, puis 100 mètres de, de- de- 100 mètres de profondeur au plus profond. Ben, si on fait une estimation là, de volume de ça, on est dans l'ordre du kilomètre cube. Fait que c'est énorme. Là. Ça veut dire là, que tu vides le lac Memphremagog puis tu peux le remplir de gaz. Mais là, Wow! plusieurs fois, parce que là, il y a encore plus de gaz naturel que ça. Mais ça donne un exemple. Le lac Memphremagog, ça reste quand même quelque chose de visuel là, qu'on est capable de voir. Là. Si On je me sortait trompe pas toute non la... plus, dans la région de Montréal, le mille de la Gauchetière, c'est 200, un petit peu plus que 200 mètres. Ça donne aussi une idée de l'ordre de grandeur. Ouais, Là. Quand on parle d'un kilomètre, t'en mets 5 une par-dessus ouais, l'autre exactement. dans toutes les directions. Là. Mm, mm. C'est pour ça que ça devient difficile aussi à imaginer. Puis au niveau, là, on a un volume de ressources, mais puis on en parlera aussi là, dans un autre podcast, mais la valeur que cette ressource a présentement sur la planète. Puis, gaz naturel, partout ailleurs, c'est une énergie de transition qui est tout à fait acceptable.
Il y a ici, à cause de l'hydroélectricité au Québec, ça a été différent. Mais on le voit en Europe, ils en ont besoin. On le voit aux États-Unis, un petit peu partout, ils utilisent le gaz naturel. On a une belle ressource qu'on pourrait développer. Puis éventuellement, mais on sait aussi que le gaz naturel peut servir à faire de l'hydrogène. Oui. Puis on a cette belle ressource-là. Mais aussi, c'est que le gaz naturel, ça reste une ressource qui est très, très efficace pour chauffer. Pour tout ce qui répond à des besoins industriels. Je peux comprendre que au Québec, on aime mieux chauffer. Le gouvernement, par exemple, aimerait mieux qu'on chauffe nos maisons avec l'électricité pour différentes raisons. Mais quand on dit on va chauffer un gros bâtiment au gaz naturel, on peut capter les émissions de cette chaufferie-là, par exemple. Puis ça a une... Donc, ce que tu nous expliques, c'est que au Québec, dans les basses terres du Saint-Laurent, si on avait un cadre réglementaire adéquat, on a une certitude de production. C'est sûr qu'il va y avoir du gaz qui va sortir. Après ça, comme je le disais tantôt, l'économique, lui, il va rester à raffiner, il va rester à déterminer parce que justement, ces travaux-là, ils ont arrêté à un certain moment donné, puis on n'a pas pu aller plus loin, mais la présence de gaz, elle est démontrée, puis le volume accessible de gaz est lui aussi assez bien démontré. Après ça, ben, c'est quelles technologies qui sont les meilleures pour sortir ça. Fait que ça, c'est justement l'idée de faire des projets de pilote est vraiment excellente. Mais encore là, ailleurs, dans les autres bassins, ils ont tellement avancé la connaissance que ça va aller quand même assez vite le jour où est-ce qu'on va dire, ben, OK, on va faire un projet pilote, on va aller chercher les données qui nous manquent pour bien comprendre comment produire dans l'échelle d'Utica du Québec. Puis après ça, on va rouler ça. Là, ça va aller rapidement parce que on va regarder ce qu'ils ont fait ailleurs, puis on va bénéficier de leur courbe d'apprentissage. Hey, Jean-Sébastien Marcil, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. On a essayé de répondre à certaines questions, puis je pense que ça va aider beaucoup les gens en général à comprendre au niveau du pétrole et du gaz, comment ça se forme, comment ça va. C'était Mario Explore avec Jean-Sébastien Marcil. Merci, bonne journée.